On va maintenant accueillir Pascal Perry, parce qu'on en vient à cette polémique. Cette polémique passionnante et qui est en train de virer à l'affaire politique puisque le gouvernement s'en saisit. De quoi s'agit-il? 1800 euros, 1800 euros, on va revenir sur le plateau, 1800 euros d'aide sociale sans travailler et sans chercher à travailler. C'est ce témoignage qui, évidemment, suscite énormément d'indignation, de réactions, jusqu'à donc cette décision du gouvernement aujourd'hui dont on va voir le détail. Ce témoignage, c'est celui de cet homme. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce que ça dit dans un pays où ce débat sur la rémunération du travail par rapport à l'aide sociale est un sujet très régulièrement évoqué, très sensible? Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous. Voyons d'abord de quoi il s'agit, quel est ce témoignage, quelles sont les réactions, quelles sont les décisions, que signifie-t-il? Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors qui est l'homme qu'on a aperçu, qu'on va entendre, et que dit-il précisément? Eh bien il est connu sous le pseudonyme de Mertel. Il a 39 ans, il se présente comme un pur produit de la banlieue parisienne. Il a créé plusieurs sociétés spécialisées dans le commerce en ligne. C'est également un influenceur qui publie des vidéos sur sa chaîne YouTube. Il propose ainsi des formations pour, dit-il, devenir millionnaire. Et c'est sa toute dernière vidéo qui suscite à la fois le scandale, mais également une énorme polémique. Que dit-il? Eh bien qu'il gagne tous les mois 1800 euros grâce aux allocations, et ce depuis plusieurs années, le tout sans travailler. Surtout, il indique que n'importe qui peut toucher une telle somme. Écoutez. Je perçois une allocation adulte handicapé. 971 euros par mois, sans rien foutre, qui tombe par mois, versé par la caisse d'allocation familiale. Je perçois le cumul de l'AAH, l'ASS, APL, jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 euros net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France! Tous ces salariés-là, tous ces crétins de salariés qui se lèvent le matin pour aller bosser, qui sont hypocrites, qui baissent leurs pantalons devant leur patron, tous ces crétins de salariés, et bien ces crétins de salariés, dans leur bulletin de paye, on enlève les cotisations sociales. Et ces cotisations sociales, elles payent mon AAH, elles payent mon allocation adulte handicapé et mon allocation de solidarité spécifique, mon ASS. Donc tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. Alors entrons dans le détail. Il évoque 3 allocations précises. D'abord, il dit toucher 971 euros par mois d'AAH, l'allocation pour adultes handicapés. C'est l'aide versée aux personnes souffrant d'un handicap lourd, physique ou psychique. On a vérifié sur le site gouvernemental Mon Parcours Handicap, 971 euros, c'est effectivement l'allocation maximale pouvant être versée. Il évoque aussi l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. C'est ce qui succède à l'allocation chômage lorsque les droits sont épuisés. Là aussi, vérification faite sur le site gouvernemental servicepublic.fr, et au maximum, cette allocation est de 545 euros par mois. Enfin, l'homme ajoute les APL, l'allocation personnalisée au logement. Sur le site officiel de la CAF, elle est d'environ 320 euros pour un célibataire sans enfant au chômage ayant un loyer de 1000 euros. En additionnant ces 3 aides, regardez, on obtient 1837 euros, donc environ 1800 euros indiqués par cet homme. Alors, il y a 2 questions qui viennent à l'esprit. D'abord, est-ce que c'est légal, la manière dont il touche ces aides? Et ensuite, pourquoi dit-il, est-ce qu'il a raison de dire que tout le monde pourrait toucher ces aides en faisant comme lui? D'ailleurs, il fait le malin en disant, moi, je peux vous donner mes conseils moyennant rémunération. Alors clairement, David, c'est un mélange de cynisme et de fraude, car l'homme assume de ne pas être handicapé. Il explique tromper la vigilance des autorités, le tout sans aucun effort. Écoutez. J'ai fait valoir mon handicap, un handicap invisible, auprès de la MDPH qui a reconnu mon handicap. Bien évidemment, il te faudra avoir un bon médecin qui te fera un bon certificat médical qui ira dans ton sens. Moi, alhamdoulilah, je suis en bonne santé, je suis pas en fauteuil roulant, je suis pas aveugle, je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Je suis juste handicapé sur le papier parce que je me suis arrangé avec un médecin, parce que je l'ai manipulé, parce que la manipulation et la persuasion est une science qu'il faut acquérir, cher ami. On comprend donc qu'il y a eu la complicité d'un médecin, implicite ou explicite, pour qu'il obtienne un certificat indispensable pour qu'il touche cette aide. Voilà pourquoi il avance que tout le monde peut le faire.
Quant au cumul, depuis le 1er janvier 2017, il n'est plus possible de cumuler l'AAH, l'allocation aux adultes handicapés, et l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, sauf si une personne percevait ces aides avant cette date du 1er janvier 2017. Dans ce cas-là, elle peut continuer de cumuler ces deux aides jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2027. Voilà, c'est donc sans doute son cas, ce qu'il faut déduire. Voilà le propos. Alors ça provoque évidemment un torrent de réactions et jusqu'au gouvernement aujourd'hui qui a évidemment dû s'emparer de l'affaire. Évidemment, depuis 2 jours, des milliers de réactions sur les réseaux sociaux, à tel point que le gouvernement, vous l'avez dit, se saisit de l'affaire. Aurore Bergé, la ministre des Solidarités, annonce qu'une enquête est en cours contre l'homme pour savoir s'il touche réellement ces sommes. Si une fraude est avérée, explique-t-elle, des poursuites seront immédiatement engagées et les aides indûment perçues recouvrées. Réaction également du Rassemblement national. Andrea Cotarac, porte-parole, dénonce la responsabilité de l'État. C'est juste absolument inacceptable. Ça prouve le délabrement de l'État, le délabrement de l'autorité de l'État, de voir une personne qui apparemment fraude, qui en plus l'explique publiquement, sans vente. À gauche aussi on réagit. Arthur Delaporte, député de la NUPES, condamne évidemment la fraude sans en faire une généralité. Écoutez. Il faut un peu sortir de l'idée que allocation égale fraude. Et le problème ici, c'est qu'on a un individu qui va se vanter de sa fraude alors que c'est un phénomène marginal. Ça alimente des fantasmes. Merci Quentin. Pascal, vous avez vu cette vidéo, vous avez entendu le gouvernement. Quel enseignement vous tirez de cette affaire ? C'est le produit de l'idéologie du non-travail, d'abord, premier point. Deuxième point, ça montre qu'il y a de nombreuses complicités. Qu'il est facile, finalement, de tromper les organismes sociaux, qu'il est facile de tromper son médecin. Ça montre, enfin, qu'il n'y a pas de contrôle. Sur la question évoquée par ce parlementaire, qui nous dit, en substance, c'est marginal. La réponse, c'est non. Il y a en France, aujourd'hui, 2,5 millions de personnes qui bénéficient à tort de la protection maladie universelle. Je vous rappelle aussi qu'en France... À tort, c'est-à-dire... À tort, parce qu'ils n'y sont pas éligibles. Parce qu'ils n'y sont pas éligibles. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors des critères d'accès à cette assurance généreuse qui représente environ 1,5 milliard d'euros de dépenses chaque année. L'AMU. Je vous rappelle, oui, absolument. Je vous rappelle aussi que on peut toucher en France les minima sociaux en vivant 6 mois à l'étranger. Donc, vous imaginez, en vivant plus de 6 mois à l'étranger. Vous vous rendez compte le potentiel de fraude que ça représente. Moi, je pense qu'on ne traite pas cette question avec sérieux. C'est-à-dire qu'une forme de dilettantisme. On considère que la fraude sociale, après tout, c'est un juste retour de la caisse de communauté vers des individus qui seraient en difficulté. Alors, l'IFRAP, par exemple, a modélisé ce que ça représentait. Il y a beaucoup de débats autour de l'impact réel de la fraude sociale. Ce serait 20 milliards d'euros par an. C'est pas une plaisanterie. 10 milliards sur les cotisations, 10 milliards sur les prestations, et ça traduirait une situation dans laquelle l'économie informelle, l'économie au noir, si vous voulez, représenterait pratiquement 10% du PIB. Il y a une grosse bataille de chiffres sur le montant supposé de cette fraude. En revanche, il y a une quasi-certitude. On peut discuter les 20 milliards, mais même si ça n'était que 15, ce qui est intéressant, c'est que le taux de recouvrement de la fraude sociale en France représente 1 milliard d'euros. Quand on voit quel est le volume de la fraude et quel est le taux de recouvrement par rapport, par exemple, à la fraude fiscale, 10 milliards d'euros pour la fraude fiscale, 1 milliard pour la fraude sociale, eh bien, on découvre, il y a une faute sur la première ligne, c'est fraude fiscale et non pas sociale, mais on découvre qu'en réalité, il y a une sorte de lâcheté administrative. On ne fait pas la guerre à la fraude sociale. Or, dans mon esprit, fraude fiscale, fraude sociale, je retiens le mot fraude. C'est toujours aussi grave d'une certaine façon, et ce message, il est délétère à un moment où, au contraire, on a besoin de travailler, on a besoin, comme le dit François Ruffin de LFI, on a besoin d'héroïser ceux qui travaillent. En réalité, c'est une moquerie à l'égard de la France qui travaille et qui produit, par son travail, les prestations sociales dont ce monsieur bénéficie. Jean-Claude, vous voyez réagir aussi assez vivement. Parce qu'effectivement, je pense que ce message, c'est une insulte aux handicapés, parce que dans notre pays, vous avez des personnes handicapées. C'est une insulte aux travailleurs qu'il a traités de crétins, et c'est une insulte à la banlieue, parce qu'il se dit de la banlieue, et il dit, regardez, moi je travaille pas, et je vis comme ça.
C'est la première chose. Maintenant, la fraude est sanctionnée, et c'est vrai que la fraude n'est pas suffisamment sanctionnée. Parce qu'au-delà des chiffres, et j'ai entendu qu'il y avait une bataille de chiffres, ce que ça laisse, ce que ça instille, c'est une culture de la fraude, une culture de ceux qui travaillent, qui sont des crétins qui travaillent, comme dit ce monsieur, qu'ils traitent de crétins carrément, et de ceux qui effectivement pourraient vivre de cela. Et ça, c'est mauvais, parce que précisément, lorsqu'on incite un certain nombre de jeunes, lorsqu'on veut inciter les jeunes, ou moins jeunes, à se lever le matin, à aller travailler, que voulez-vous que les gens se disent? Est-ce qu'il me faut faire 10 km, parce que nous encore, nous sommes en région parisienne, mais quand on est en région, qu'on se dit, moi je vais aller travailler, je vais gagner 1500 € alors que je vais devoir avoir une voiture, je vais devoir aller... C'est la culture, et ça, c'est la culture du non-travail, effectivement, que ça laisse. Et le alors, dernier là, il y a point... une complicité, en l'occurrence. Alors, Lui, et il fait j'y état... arrivais parce- On ne comprend pas très bien si le médecin Je suis pas est sûr que ce soit- dupé Oui. ou Oui, s'il est complice, Oui. C'est- en vérité. Valéria. Alors, d'une, c'est un provocateur, d'une violence extrême, et ce monsieur, rien que pour ses propos, au-delà d'éventuelles fraudes réelles, devrait être condamné pour les propos qu'il tient. Par ailleurs, quand j'étais parlementaire, on a accompagné énormément de nos concitoyens résidents de la circonscription dans le cadre de leur demande d'aide, de reconnaissance MDPH. C'est un parcours Donc l'allocation handicapée. combattant. Avant d'avoir l'allocation, il faut être reconnu handicapé. C'est un parcours de combattant. Ma attachée parlementaire passait jour et nuit à se battre pour que les véritables personnes en situation de handicap, avec des véritables certificats, et le plus souvent, en plus des handicaps visibles, soient reconnus. Donc, que quelqu'un en bonne santé, juste avec un certificat médical, se fasse reconnaître, c'est quasi impossible. Ah, vous avez un gros doute alors. Ah oui, clairement. Ensuite, Parce que lui, il le dit, certificat- comme j'ai pas un handicap physique, mais psychique. Ensuite, il faut le renouveler chaque année. Malheureusement, en France, et ça, je l'ai déploré pendant des années, apparemment, vous pouvez être handicapé une année et pas sur l'autre. Donc là, c'est problématique parce que ces personnes-là refont le parcours de combattant chaque année. Certains handicaps sont reconnus comme étant durables, d'autres, et pourtant des choses qui sont médicalement reconnues durables, nécessitent un retour du dossier. Donc moi, vous dites, l'État-providence est soucieux de ses deniers. Alors, il y a certainement de la fraude sociale, je ne le nie pas. Mais il y a aussi une grosse partie de la population française qui ne fait pas appel à ses vrais droits sociaux. Et le guichet unique a été mis en place. Il ne fonctionne pas encore de manière optimale pour ça, parce qu'il y a non-recours. Ce serait encore plus choquant, c'est-à-dire si ceux qui en ont vraiment qui ont vraiment légitimité à avoir cette aide ne l'ont pas tous, et que d'autres peuvent l'avoir finalement. C'est ce qui est dangereux, parce que ceux qui y ont droit et qui pour X raisons soit ne savent pas, soit ne peuvent pas, ou à qui on dit non, ils se disent mais regarde, moi on ne me donne pas, alors que lui on fait. Et c'est la raison pour laquelle je dis bien, j'ai dit, ce monsieur c'est une insulte, il insulte toutes les personnes handicapées, toutes les personnes qui sont en situation de difficulté par rapport à son comportement. Maintenant oui, il y a toujours eu de la fraude et il faut la sanctionner, c'est tout notre problème. Nous ne sommes pas suffisamment équipés, c'est vrai qu'il y a forcément un peu de carence. Le contrôle, c'est quelque chose qui devrait exister de manière plus inopinée, de manière à assurer une forme de... Je dis toujours, c'est l'état de droit qu'il faut renforcer en France. Parce que l'État-providence, c'est sacré. Il y a cette culture de on peut frauder, on peut y aller, parce que ça donne une mauvaise impression, un mauvais sentiment. On a par ailleurs le sentiment que la fraude fiscale qui existe dans ce pays justifierait d'une certaine façon la fraude sociale. Oui. Il y a une espèce de symétrie. Je ne dis pas que c'est mon point de vue, madame. Hein, je voudrais simplement être précis, parce que ce dossier, il est abordé souvent de façon extrêmement idéologique. Pour résumer les choses, la gauche dit les vrais fraudeurs, ce sont les entreprises, c'est la fuite des capitaux, c'est l'optimisation fiscale, et les chiffres les plus fous circulent. La fraude fiscale en France, ça irait de 20 à 100 milliards d'euros. Et un économiste un peu sérieux ne peut pas admettre un tel écart. C'est-à-dire que d'abord, la fraude fiscale, on ne sait pas quel est son montant par définition, puisqu'on est aveugle. On n'est pas. Et il y aurait d'un autre côté la fraude sociale qui serait plutôt pour la gauche justifiée d'une certaine façon, parce que les conditions de travail sont mauvaises. Et puis il y a cet argument qui est avancé, qui a été avancé hier par LFI. Vous savez, LFI a proposé un contre-plan
au plan du gouvernement pour lutter contre la fraude sociale, notamment en disant en substance qu'il y avait des complicités, en désignant les entreprises et en expliquant que, au fond, tout plan de lutte contre la fraude sociale, c'est la chasse aux pauvres et aux chômeurs. Non. Il faut dire les choses clairement. C'est la chasse aux tricheurs. Et un tricheur qui oublie de déclarer ses impôts est au moins aussi coupable, l'inverse est vrai aussi, qu'un tricheur qui fraude ou les cotisations sociales, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un salarié, d'un indépendant, d'un chef d'entreprise ou d'une personne qui frauderait les prestations sociales, c'est-à-dire qui les percevrait de façon indue. Il faudrait qu'on ait sur ce dossier une lecture un peu rationnelle. C'est-à-dire qu'on se dise, il y a la fraude. La fraude de façon générale, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit sociale, c'est toujours grave parce que c'est une insulte à la solidarité nationale. La solidarité nationale, elle est financée par l'effort soit du capital, soit du travail. C'est un bien précieux qu'il faut pouvoir protéger. Il y a ce qu'il faut. Toute fraude est sanctionnable. Le code pénal ne fait pas de distinction suivant que vous soyez de droite, de gauche, entreprise ou personne privée. Lorsque vous fraudez, vous êtes sanctionnable et donc il faut appliquer la loi. Alors là, dans l'affaire du cumul, il n'est pas question de fraude. Il est simplement question d'une loi qui a été votée en 2017 pour interdire le cumul, ce qui semble... Je n'ai pas d'idée là-dessus. Oui. Est-ce que c'est logique ou pas? En tout cas, la loi l'a décidé. Mais il a dit qu'il n'était pas handicapé. Attention, il a dit, il y a la question du cumul, mais il dit bien, je ne suis pas handicapé. Oui, je suis ça c'est de la fraude. Donc ça c'est une fraude. Ça c'est de la fraude. Il incite. Mais il y a aussi la question du cumul, et on ne sait pas très bien pourquoi l'interdiction du cumul est votée. Mais elle ne s'applique pas à ceux qui cumulaient avant le vote de la loi. Les mesures ne sont pas rétroactives. Oui, mais la théorie des droits acquis. C'est la théorie des droits acquis. Voilà, l'article 2 du Code civil, si j'ai bonne mémoire, la loi dispose pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Réaction jusqu'au ministre délégué au compte public. La loi a changé, là en ce qui concerne un aspect particulier, c'est-à-dire la promotion de la fraude ou de la combine, d'une certaine manière. Écoutez Thomas Cazenave. Je trouve ça, je vais vous dire, scandaleux. Il faut que l'on puisse condamner celles et ceux qui font la promotion de la fraude fiscale, sociale, avec la plus grande fermeté. Et c'est la raison pour laquelle il y aura un dispositif dans le projet de loi de finances que nous défendrons dès la semaine prochaine à l'Assemblée avec Bruno Le Maire. Voilà, donc un amendement, disposition de la loi contre la promotion. Si ça ne pourrait pas déjà être poursuivi, puisque à partir du moment où vous incitez que la personne passe à l'acte, vous devenez complice de l'acte de fraude qui est accompli. Donc, parce que ce monsieur qui témoigne, il faut bien le dire, je ne parle pas de Thomas Cazenave, il dit, moi je vous montre facilement comment on fait, contre rémunération. Ils ont des kits, en quelque sorte, des kits tout faits pour s'arranger avec la loi. C'est le seul recours possible aujourd'hui, parce que je suis convaincue que quand on ira chercher réellement ce qu'il perçoit, il n'y aura pas grand-chose à aller chercher. Et que c'est. Vous pensez qu'il se vante? Il vend son business, mais qui n'est pas une réalité derrière. Et donc, en l'occurrence, pouvoir le condamner pour ce genre de propos est presque plus important. Ah non, mais c'est important. Vous pensez qu'il se vante? Vous pensez qu'il ne touche pas les sommes qu'il prétend toucher? Il serait complètement fou et inconscient de déclarer ça publiquement sur Internet, tout en sachant qu'on viendrait le chercher. Ça, allez savoir. Admettez malgré tout qu'il y a une panne du contrôle. Oui, clairement. C'est-à-dire que c'est pas simplement la fraude sociale, la fraude fiscale, c'est tout. C'est l'exécution du budget, c'est l'exécution des décisions. Attendez, on vit dans un pays, vous avez été élu, on vit dans un pays qui est suradministré. On a une administration qui est pléthorique, qui est, dit-on, une administration circulaire, qui devrait être donc une administration de contrôle. La grande panne française dans ce domaine, c'est de ne jamais mesurer d'abord l'impact de ces politiques publiques et puis de ne jamais les suivre non plus, de vérifier au fond que ces politiques bénéficient vraiment à ceux qui en ont besoin et excluent ceux qui sont les tricheurs. Vous avez évoqué tout à l'heure ceux qui ne perçoivent pas leurs prestations. Il y a un principe qui a été déterminé, qui est celui de l'automaticité de l'aide sociale. Formidable. Ça, c'est une bonne mesure.
Encore faut-il vérifier, en effet, mais sur le territoire national et pour toutes les personnes qui vivent à l'extérieur du territoire national, que les politiques sociales touchent véritablement leur cible. C'est de l'argent public. L'argent public, il est précieux. Dans le projet de budget de l'an prochain, on doit faire 10 milliards d'euros d'économie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut en faire un peu à cet endroit-là? Et puis c'est l'argent public, mais c'est nous qui contribuons à tout cela. Je suis désolé pour être trivial. C'est nous qui travaillons tous les jours. Vous savez, quand vous accompagnez de jeunes entrepreneurs, avant même d'avoir commencé à faire du chiffre d'affaires, on leur dit il faut payer l'URSSAF, il faut payer ceci, il faut payer cela. Et donc ces gens disent mais on est submergé. Je parle de petits entrepreneurs, on ne parle pas de multinationales. Donc c'est cela aussi que ça vous démobilisez un certain nombre de gens qui pourraient effectivement travailler lorsque ce type de discours tient lieu de politique. Donc oui, il y a une ambiance du non-travail, il y a une ambiance de la fraude, et qui est peut-être de la petite fraude, puisqu'on ne va pas faire de bataille de chiffres. Toujours est-il que cet environnement est mauvais. Valéria, vous n'êtes pas la représentante de la majorité présidentielle sur ce plateau, et c'est pas à ce titre qu'on vous invite, mais il se trouve que vous étiez il n'y a pas très longtemps députée de la majorité. On m'interpelle autant que Valéria, et donc autant que Valéria, je vais répondre sans emporter avec moi mon passif. Alors, clairement, on a besoin d'instaurer une forme de contrôle. Mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, dans la bataille entre la gauche et la droite, dans le débat idéologique, on n'a jamais fait le nécessaire, parce que soit les uns, soit les autres boycotter la chose. Ensuite, il y a une différence entre l'administration fiscale, qui est beaucoup mieux organisée pour contrôler et donc recouvre plus vite et mieux, que du point de vue social, parce que ça veut dire que ce sont des agents de la Caisse des allocations familiales, qui est un organisme qui n'est pas tout à fait public à proprement parler et qui exerce un service public. Donc là aussi, ils ont besoin d'être formés, ils ont besoin d'être embauchés pour ça, et c'est pas le cœur de leur métier initialement. Donc ça nécessiterait quand même un changement radical de philosophie des choses. Mais aujourd'hui, aucune fraude n'est tolérable dans ce pays, quelle qu'elle soit, et il faut le dénoncer. Encore plus ce genre de provocateur. Merci Valéria, merci Jean-Claude, et merci Colonel Goya, merci Michel. Je n'ai pas voulu vous mettre dans l'embarras sur des sujets, je sais que vous aimez parler des sujets que vous maîtrisez parfaitement. Merci d'avoir animé 24 heures avec moi.